Je dis bien jouer le jeu jusqu'au bout, c'était quoi? C'était comment on peut accrocher une toile comme je l'avais fait, quelque part, mettre les petits cahiers d'écolier en circulation. On verrait bien. Alors j'ai envoyé ça à un gars. Un gars que je ne connaissais pas de visu, mais dont je connaissais, disons, les critiques et certains rapports qu'il avait faits, ainsi que quelques livres qu'il avait publiés sur la littérature, une certaine littérature qui continuait à me toucher beaucoup, parce qu'elle n'était pas la littérature au sens où les autres cons l'entendent. J'ai envoyé mon truc. Il m'a demandé, par une petite lettre en réponse, que j'attende 3 semaines et qu'il aurait terminé. Ça représentait un sacré paquet. La difficulté, ça avait été de trouver quelqu'un pour taper tout ça à la machine. Ma femme avait corrigé toutes les fautes, ramené ça à l'avalable. J'étais d'accord avec ses corrections sans d'ailleurs jamais m'en occuper. Je lui disais, tu fais ce que tu veux de ça, moi ça ne me regarde pas. Et le fait est d'ailleurs, je m'en foutais totalement. C'était ce qui était en route à ce moment-là qui comptait seulement. C'est-à-dire l'autre chose et des dessins que je faisais. Alors là, je me dégonflais plus, ça y était. Tout s'était littéralement débridé. Je pouvais carrément dessiner des sexes, des couples qui usinaient et faire rentrer l'usine aussi là-dedans. À sa manière, le roi m'avait réussi. Je pensais que quand il me disait c'est avec de la merde qu'il faut peindre, il n'était pas très loin de la vérité. Enfin, d'une certaine vérité. Ce qui m'avait amené à faire des taches de foutre et de les cerner, de les enjoliver. Seul moi, je pouvais savoir avec la femme avec laquelle je vivais que j'étais parti d'une tache de foutre. Quelquefois, je crachais, quelquefois, j'utilisais n'importe quelle tâche, provoquée par la cuisine, par un seau de la poêle dans lequel était en train de frire un beefsteak. Et j'ai eu la réponse du type. La réponse du type qui était, je suis prêt à l'éditer. Prêt à l'éditer, ça ne représentait pas du fric, mais enfin, ça pouvait en représenter aussi. Et on a eu un tout petit tas de fric. Petit, mais suffisant, parce que j'ai des moyens et des appétits très discrets. En tous les cas, une année passée dans ce petit village qui s'appelait Corcelles, ça m'avait appris là aussi des tas de choses. C'est-à-dire que je pouvais travailler, ce que j'appelais mon travail. Je pouvais travailler en étant seul dans mon coin, entouré de ma femme et de mes chats. J'aime beaucoup les chats. J'en ai partout. Je pouvais donc travailler dans une certaine ambiance et surtout très loin de ce que je continue à appeler d'ailleurs le tas de fumier. Et pour moi, le tas de fumier le plus gigantesque qui puisse exister sur Terre, c'est Paris. Avec ces ordures de chapelles, ces saloperies de mecs, ces pourris d'intellectuels que je peux vraiment pas piffer. Ces intellectuels dont, à la longue, j'ai fini par faire partie, mais partie pour eux, parce qu'ils me tirent à eux, mais pas du tout pour moi. Et j'ai dit à la femme en question que, on sait jamais, peut-être que je vais continuer à écrire, peut-être que je vais développer mon dessin. Je vais devenir en tous les cas de plus exigeant, de plus en plus exigeant. Ça me semble certain. Elle était tout à fait d'accord pour suivre cette petite route-là. Non pas que ce n'était pas une intellectuelle, parce que je crois qu'elle, c'est vraiment l'intellectuelle. La femme qui ne peut avancer un pied qu'après avoir réfléchi. Que j'essayais de ramener un peu dans mon cercle. Seulement, qui n'a pas été ouvrier ne pourra jamais être ouvrier. Ce ne sont pas les grandes tapes dans les épaules qui vous associent un type. Non, vous pouvez donner une grande tape en étant un bon intellectuel. Pas ce que ça veut dire, mais enfin, disons que ça veut dire quelque chose. La tape dans le dos, c'est pas la tape d'un pote. Un intellectuel n'est pas un pote. Un intellectuel, c'est un mec qui
qui vit sur lui-même de sa propre substance, un peu comme j'étais en train de faire maintenant, à ce moment-là, mais qui n'arrive pas à payer simplement un godet, qui croit avoir trouvé son expression à s'être rapproché du peuple parce que peut-être ses ancêtres étaient eux aussi des gars qui grattaient, mais lui ne gratte plus. Lui, il gratte son crâne, il s'arrache les cheveux, il se décolle les oreilles. Il veut y arriver. Ces petits états d'âme, ces angoisses, ces affres, ces tourments, ah bon Dieu, qu'est-ce qui peut les décortiquer celui-là? Et moi, tout en ayant conscience que je décortique quelque chose, je suis sûr que c'est pas la même décortication. J'en suis certain. Non, 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 on ne me baisera pas à cet endroit-là. Quand moi j'ai envoyé mon espèce de manuscrit, après une péripétie terrible, terrible mais marrante si l'on veut, il fallait trouver quelqu'un pour éditer ça, pour taper ça à la machine, pardon, pas l'éditer. Alors juste avant d'envoyer au gars en question, j'avais cherché une secrétaire là où j'étais, pas de secrétaire dans un petit patelin avec 250 habitants. J'étais allé dans la petite ville là en question où il y avait les tout bébés où on soignait la tuberculose. J'avais demandé, j'avais cherché un peu dans les bistrots à droite à gauche quelqu'un qui pourrait accepter une de mes petites affiches et sur laquelle je marquerais je recherche secrétaire pour taper texte manuscrit. Un texte manuscrit qui d'ailleurs n'en était pas un puisque c'était un texte tapé à la machine. Et quelque temps après, j'ai découvert la bonne femme en question. Seulement j'avais une de ses trouilles, c'était de lui filer la machine entre les pattes. Pas ma machine à écrire, mais la machine tapée. Je me disais qu'elle allait ruer dans les brancards en tombant sur des histoires de sang, de crachat, de sexe, de... Puis j'avais trouvé un surnom, des Zobettes. C'est-à-dire, on va l'appeler Zobette à partir de maintenant. On allait tous les 8-10 jours, peut-être toutes les fins de semaine, chercher ce qu'elle avait tapé et lui redonner ce qu'il y avait à continuer à taper. C'était des plaisanteries un peu grasses sur Zobette et sur son mec qui était devenu un zebou. Alors il fallait passer par Zebou qui tenait une limonaderie dans le coin et lui demander si sa femme était libre et si on pouvait lui apporter le manuscrit. Et elle tapait ça, les bites, les cons, la merde et tout le bazar, au poil. Alors, après ce travail-là et avoir envoyé le bouquin au mec, avoir touché quelques fafios, on avait convenu ensemble, ma femme et moi, non pas que jamais on remettrait les pieds à Paris, mais qu'on les remettrait le moins possible. Le moins possible là où ces mecs-là avaient des pieds. Non pas que c'était les types emmerdants, c'était des types très chouettes, qui me comprenaient et qui, j'en suis certain, comprenaient plus que comprendre, qui admettaient ce que je disais et qui avaient envie d'en faire quelque chose. Et quand le bouquin est sorti, j'ai eu droit à des tas de sérénades, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient eux des cocktails. J'avais précédé ça d'un envoi de dessin à un mec. Et il s'était trouvé que, alors qu'à une époque, moi j'ai voulu montrer mes dessins à des gars. Parce que je me disais, si je me mets à dessiner, il faudra quand même que j'en vende un peu. Je ne peux pas, moi, travailler dans la journée et dessiner le soir, c'est pas possible. Je suis le mec qui, le matin, se lève à 6 heures et à 7 heures, il est à son boulot. Moi, j'ai un vieux côté populaire dans les couilles et dans les veines. C'est tout juste si je me mets pas une horloge pour pointer. J'ai un programme à remplir. J'avais envoyé des dessins au même gars en question qui avait trouvé ça valable. Les avait représentés à un type dans une galerie et avait accepté. Bien sûr, je savais ce que c'était que d'exposer. Seulement, après ma petite expérience surréaliste, je m'étais un peu mis sur la touche. J'avais, une fois ou deux, essayé de montrer mon boulot à des gars. Il y en avait un, c'était Pierre Loeb. Le vrai con d'allure, mais peut-être le vrai con intérieur. Je lui ai montré mon truc et il m'a dit « Vous êtes français ou pas ?» après avoir vu mon travail. Je voyais vraiment pas ce que ça venait foutre là-dedans. Que je sois français ou allemand ou italien. Mais il y tenait. C'était une manière élégante
de m'éjecter, ça c'est possible. En tout cas, j'ai voulu avoir une explication et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vient foutre la nationalité là-dedans? Ça me semble être un petit peu en dehors du coup, non? Mais non, non, mais je veux savoir, vous êtes un étranger. Je lui dis, mais pourquoi? Et si je ne suis pas un étranger, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Il m'avait dit, ah non, mais ça compte. Ben, je dis, bah non, je suis un Français. Bah, je suis né en France, en tout cas, d'une mère italienne et d'un père qui dit avoir des attaches belges dans les veines, mais j'y crois pas. En tous les cas, je suis un Français, oui, je suis un vrai Français comme vous et les autres. Alors, elle avait refermé mon carton dessin, il m'avait dit, ah bah alors là, ça change tout, et c'est tout. Un autre gars que j'avais essayé aussi une fois, je faisais des toutes petites gouaches à ce moment-là, et je l'avais présenté ça. C'était une galerie, on appelait ça Carven, je crois, ou Craven, je sais pas. Je lui ai montré mon truc, il a été absolument emballé. Eh ben, pas mal. Moi, je m'attendais à ce qu'il me tire un chèque, mais pas du tout, j'ai pas eu droit au chèque. J'ai eu droit à une autre sérénade. Voyez-vous, mon vieux, si vous réussissez à me faire des petites gouaches comme ça, vous, c'est des gouaches de quoi? De 30 sur 20, bon. Et ben, au lieu de la faire de 30 sur 20, vous la feriez de 3 mètres sur 2 mètres, je vous assure, je vous les vendrai. Maintenant, on ne vend que les grandes choses. Bon. Alors là, le gars en question, qui était prêt à éditer ce truc-là, m'avait trouvé une galerie où je pourrais exposer sans problème. Et je suis arrivé à Paris, avec ma poule, vraiment le pezzo qui débarque. Hein. Manque de bug, cette fois-là, on avait attrapé des engelures, mais alors, j'en ai jamais eu autant de ma vie. Pourtant, quand j'étais minot, qu'est-ce que je pouvais en choper? Et alors, elle avait un gros problème, nous aussi, c'était que comment on va faire? On ne peut quand même pas arriver en chaussons là-dedans. Aller voir l'éditeur avec des charentaises. Moi, j'ai toujours eu un faible pour ça. Alors, je passais des soirs et des soirs à me foutre les pieds en l'air. Un cultivateur du coin m'avait dit, bah, si vous voulez lutter contre les engelures, c'est pas les bas de pieds d'eau salée qu'il faut faire. Vous vous asseyez par terre et puis vous mettez vos pattes en l'air. Je vous assure, ça se passe. J'avais essayé, bien sûr, ça se passait pendant 1 heure, 2 heures, puis après ça revenait. Alors je m'étais mis à marcher dans la piole avec une hache dans les pognes et je disais, si ça continue, je me coupe les pieds. Ouais, je me coupe pas les pieds du tout, mais ça m'énervait et puis ça m'avait un peu coupé mon élan, quoi. Je savais qu'on allait sortir un bouquin, je savais qu'on allait faire une exposition de mes trucs. Ça se présentait, bah, comme d'autres auraient dit, ça se présentait plus que bien. Enfin, on s'est embarqué sur Paris et puis on a eu droit au petit cocktail en question, quoi. Avec des gars qui me posaient d'autres questions. Il y en a même un qui m'a dit, c'est combien de pourcents de vrai, d'autobiographie? C'est autobiographique, n'est-ce pas? On aurait dit qu'il avait la cuite. C'était un con qui a crevé il n'y a pas longtemps, des caves. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire là-dedans, c'est autobiographique et combien de pourcents? Je sais pas, moi j'ai pensé qu'il y avait 75% là-dedans. Alors j'ai regardé, je dis non, c'est pas 75, 76. Puis il a tourné les talons, puis il s'est taillé. Espèce de con, va. Puis l'autre mec qui était là, alors qui, alors, eux jouaient sur l'argot, qui montraient qu'ils en connaissaient un bout, alors qu'ils vous sortaient merde à tout bout de champ, puis mon cul, ma bite, mes couilles. Cela ne me donnait pas envie de chier ni de pisser, mais envie de dégueuler. C'était populaire ce que j'avais fait. J'en ai même un qui m'a écrit et m'a dit, pour le grand prix du roman populaire, je voudrais vous présenter. Alors après cette espèce de petite sérénade à Paris, on s'est taillé, puis on est revenu chez nous. Moi, j'ai eu du mal à recommencer. J'avais toujours ces mecs-là dans le cigare et je me disais, j'y arriverais pas, quoi. Enfin, ils vont me faire chier maintenant tout le temps. On m'avait prévenu que des gars viendraient en bagnole chez moi, qu'il y aurait la queue. Ouais. Heureusement, j'ai pas eu la queue. C'est tombé un peu dans l'oubliette et de ça, j'ai été vraiment très content. Ouais. Pas du tout que je suis un faux orgueilleux. Il y a une dose d'orgueil en moi. Il y en a partout. Enfin, j'étais orgueilleux à ma manière, content que ça n'ait pas vraiment marché. J'ai eu droit à mes paplards, j'ai eu droit à des explications, puis aussi à des comparaisons. Alors j'ai vu à qui on m'associait, c'était pas mal, oui. Pas mal du tout, même. Ouais. Bande de cons, va. Moi, ils me font chier, ces mecs-là. Non pas que c'est des chancres, même pas des morpions.
Ils n'arrivent pas à trouver leur nourriture en dessous de la peau des gars. Ça gratte du paplard toute la journée, dans un petit burlingue avec une secrétaire et puis un téléphone. On prend des rendez-vous et on est à gauche. Parce que moi, on m'avait demandé d'où j'étais, mais venant de là où je venais, je ne pouvais être qu'un type de gauche. J'étais un gars populaire. Je sortais de la masse. Je représentais le mec qui s'en était un peu tiré, mais qui n'oubliait pas ses origines. Ouais, c'est ce qu'un gars a dit. Alors, il y avait de la queue. Alors, de la queue, on en a abusé, quoi. Hein. Usé et abusé. Je devrais plus avoir de queue maintenant, tellement j'ai usiné d'après eux. Ah, c'était pas mal comme histoire. Heureusement, je me suis retrouvé dans mon petit bled. Bah là, j'étais pas mal, hein. Là, je suis revenu, j'ai retrouvé mes petites vaches, mes petits chiens, mes petits chats. Pas des vaches à moi. Les chats, ils étaient à moi, oui. Puis mon gros pompon, quand il venait puis qu'il ronronnait sur mes genoux, ben... C'était beaucoup mieux qu'un article, croyez-moi. Même qu'un jour, il a essayé de pisser sur mon torse. Ben, j'ai trouvé ça très batte. Ouais. Le pompon, il était plus malin. C'était jamais mélangé avec ça. Ouais, moi je le dis, pas du tout que j'ai du courage pour dire ça. Ni que ça me servira ou que ça me servira pas. Moi je m'en branle de leurs histoires. Que je me mette à écrire ou à pondre des dessins, moi je m'en fous. J'ai envie de les montrer de temps en temps, puis c'est tout. Qu'on vienne pas me faire chier avec la syntaxe et avec la grammaire. Moi la grammaire, je m'en torche le cul. La syntaxe, je lui chie dessus. Ils font chier avec leurs histoires. Seulement, j'ai pas plus écrit pour les autres que pour eux. Hein. Pas d'illusion à avoir. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas un ouvrier qui va le lire. Malheureusement, c'est un intellectuel qui va lire ça. Et même à ce moment-là, les gars qui se disent être des mecs du côté du peuple, ils ont compris. Ils ont dit, c'est pas un vrai. Ah. Je suis pas un des leurs. Je suis un gars qui salit tout. Je suis un mec qui parle de la bite, du cul. Les nichons, c'est de la rigolade, maintenant il y en a partout. Non, mais le trou de balle, ah, ça c'est dégueulasse pour eux. Parce que eux, ils savent pas qu'ils chient, ils savent pas qu'ils se torchent le cul. Eux, ils chient dans du coton, ils se torchent le cul avec de la soie, mais c'est un appareil qui leur fait ça. Cloc, cloc. On n'en parle plus. Ouais. Des mecs qui sont sortis du rang, comme on dit, et qui sont arrivés à, eux aussi, péter plus haut qu'ils ont le cul. Alors maintenant, on est plusieurs à péter plus haut qu'on a le cul. Il y a des mecs comme moi d'un côté, puis des autres de l'autre. Puis les gars que ça pourrait intéresser, bah... Je suis même pas sûr que ça les intéresse. Je suis sûr que si ma vieille ou mon vieux, un jour il tombait sur un de mes bordels, bah, il serait outré. Il dirait, mais c'est pas possible qu'il ait écrit ça, lui, avec la vie qu'on lui a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu te rends compte? Il t'appelle le vieux, moi il m'appelle la vieille. Il dit que tu rentrais paf. Personne n'accepterait quoi que ce soit. J'ai même, il n'y a pas très longtemps, posé la question à ma vieille, en lui disant, tu te rappelles de la cave? Elle se rappelle plus de rien. Je ne vais pas faire l'île de sang, moi je comprends pourquoi elle s'en rappelle pas. Mais avec moi, elle pourrait dire oui, quoi. Elle pourrait dire d'accord, bon, bah il faut oublier ça, c'était un mauvais moment. Elle dit pas ça, elle dit c'est pas vrai. Jamais t'as habité dans une cave, jamais t'as été dans un petit licage, jamais il y a eu qu'un petit soupirail pour dormir. C'est pas vrai, tu mens. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui te prend? Il y a des moments où ils me font pas chier, mais ils me rendent triste. La tristesse, pour moi, c'est une banalité, c'est un peu comme un morceau de pain, seulement on s'en nourrit. Alors quand moi je suis rentré là-haut, j'ai essayé de tirer un trait, encore un coup, mais je suis pas arrivé facilement. Hein. On n'arrive pas facilement à tirer un trait comme ça. D'une part parce qu'on a tout remué, et ce qu'on a remué, je peux vous dire que ça se sent. Hein. Vous avez la boue qui vous tombe sur les guiboles. Ça se fait pas tout simplement. On peut pas dire qu'on s'est carrément dépatouillé d'une histoire, c'est pas vrai. Oh, pas du tout pour les histoires de remords et tout ça, ça en repassera. Mais on a remis les pieds dans quelque chose de très cru, de très sanglant. Et le très cru et le très sanglant, ben, je peux vous dire que ça vous colle aux pattes.
ça vous forme un bonhomme, comme on dit. Ouais, ça vous forme un bonhomme. En tous les cas, moi, je me suis retrouvé dans ma petite piole là-haut. J'avais un chèque en poche qui était pas trop mauvais. J'avais pas du tout envie de cracher dessus, mais... Bah oui, je me sentais pas à mon aise. Je me disais dans le fond, quoi... Non seulement je vends de l'angoisse, mais je vends de la merde. S'ils veulent se nourrir de la merde, bon ben d'accord, mais... C'était pas très en ordre. Alors je me suis mis à dessiner de plus belle. Je me suis dit que là, on pourrait pas me coincer parce que ce que j'avais envie de faire, bah, ça passera encore bien moins que l'écriture. Alors je me suis tapé tout ce que je pouvais me taper. Hein. Ah, c'était plus des secs, c'était des trous, c'était plus des pieux, c'était des lances. Eh ben non, ils ont accepté ça. Ah, on a trouvé ça très bien. Il a du tonus, le mec. Il y en a même une qui m'a dit une fois, vous n'êtes pas aussi cruel que vos yeux. Ah oui. Là, je suis rentré chez moi, puis je me suis regardé, j'étais à l'hôtel avec ma poule. J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce que j'ai comme yeux? C'est pas croyable, il y a une gonzesse qui m'a sorti ça. Et elle, cette femme-là, cette petite femme-là, avec qui je vis, elle m'a dit, t'occupe pas, laisse-les faire. Faudra que tu oublies tout ça, c'est rien, je t'assure. Elle en rajoutait en disant non seulement c'est des cons, mais c'est des caves. Oh, j'arrivais pas parce que j'avais connu des mecs là-dedans, c'était pas des caves, c'était des pauvres mecs aussi, quoi. Qui avaient peut-être pas réussi à dire ce qui s'était produit en eux, comment ils en étaient arrivés là, et qui glandinaient, quoi, qui se passaient un peu la main sur la tête et sur le front, et qui disaient oui, oui, bien sûr, t'as raison, t'as raison. Oui, j'avais raison, peut-être. En tout cas, en retournant chez moi, il m'a pris une sorte de folie. Oh, j'ai dit maintenant, bah, j'en ai marre, je veux plus, non pas être un locataire, mais je voudrais avoir un petit truc à moi, quoi. Je devenais un petit peu bourgeois à ma manière. Je dis, si j'avais vraiment une piole dans laquelle je puisse tout faire, puisque l'espèce de probloc qui me louait sa ferme, il m'interdisait d'enfoncer des clous dans le mur. S'il m'avait permis, j'y serais encore. Alors j'ai bien posé la question, mais il a maintenu son truc très sec. Moi j'avais posé une autre condition, c'était que je voulais des chiottes, mais à l'intérieur. Non, lui voulait qu'on aille chier dehors. Alors ça, zéro pour moi, c'était très bon pour attraper la crève, mais c'est tout. Alors on s'est mis à chercher, et à pile ou face on a tiré ça. À un croisement de route, on devait aller sur Corlier ou on devait aller sur Hauteville. On s'est barré sur Hauteville, et puis on a dit, bah, le premier croisement à droite, on le prend. On l'a pris. Premier croisement à droite, bah, ça menait là où je suis. On a trouvé une baraque. On a fait le village de fond en comble. On ne comprenait pas s'il y avait des maisons habitées ou inhabitées. Tout ce qui avait des volets fermés, pour nous, c'était libre. Puis on a trouvé une baraque, et dans cette baraque-là, je me suis mis à construire quelque chose. Construire pour elle, ma poule, et pour moi. Alors je lui ai dit, écoute cocotte, tu vas rester là où on est maintenant, puis moi je vais tout barbouiller, je vais tout arranger, tu verras, ça sera au petit poil. Elle a accepté le truc. Puis moi je venais tous les matins, je venais de me payer ma première petite bagnole de case, et puis je badigeonnais les murs, j'installais l'électricité, je rabattais les portes qui couinaient. Ah, j'ai fait un boulot du diable, ça a duré pendant des mois. Et un matin, c'était le 26 juin. Ah ouais, ça compte ça dans la vie d'un mec. Le 26 juin 1959. L'année où un de mes chats est né. Un chat que je me suis mis à aimer tout de suite. Je lui ai dit, bah écoute, si tu veux cocotte, on va déménager dans la journée, puis ce soir, eh ben, je t'amènerai. Alors j'avais pris le camion du Porcher, il y avait un Porcher avec une grosse porcherie, puis on a traîné les quelques meubles qu'on avait, une table, des chaises, un but à gaz. Dans la journée, ben, j'avais tout terminé, quoi, il n'y avait pas tellement à faire. Puis le soir, eh bien, je m'étais payé un petit bouquet, puis je dis, allez viens cocotte, on va aller voir notre maison. Puis on est rentré dans mon bled, dans notre nouveau bled, et peut-être le bled où on va canner. Puis en arrivant devant la porte, j'ai dit tiens, voilà la clé, puis vas-y, farfouille là-dedans. Alors avec la clavesse, elle est hop en avant, elle a farfouillé là-dedans. Elle a poussé ça à la première porte. On rentrait d'emblée dans une pièce. Puis elle m'a dit oh, qu'est-ce que c'est chouette. Ah, j'étais content. Ouais.
Je dis, attends, t'as pas vu le reste? Qu'est-ce qu'il y a comme piole là-dedans? On dirait l'appartement des vieux. Il dit, c'est pas croyable, on a au moins une dizaine de pièces. Puis, si tu vois la grange, quelque chose. Alors, elle est passée dans la pièce du milieu qui devait nous servir peut-être de salle à manger. Seulement, il n'y avait pas de meubles là-dedans, il n'y avait rien. Puis, on est arrivé à la cuisine. Alors, ça, la cuisine, pour moi, c'est sacré. C'est là où on bouffe, où on pète, où on baffe, où on se raconte la vie. Je l'avais peinte en bleu parce que je savais qu'elle aimait le bleu. Je dis, bah alors voilà, c'est la cuistoche. Ah, dans la cuistoche, elle était contente. Oh, il y a le butin à gaz ici. Oh, puis il y a l'eau qui est là. Oh, puis ce bouton qui allume la lumière. Enfin, il y avait presque l'air qu'on respire. C'était chouette comme tout. Oh, on s'est bécoté, on s'est rebécoté. Oh, c'est des battes. C'est vraiment très batte quand on a, non pas sa piole, mais une piole dans laquelle on va essayer de tout faire, quoi. On va pouvoir se baiser, on va pouvoir s'engueuler, on va pouvoir becqueter. Ah, c'est chouette une piole, hein. Ça c'est vrai, c'est chouette. Je me rendais compte que j'en avais manqué un peu toute ma vie. Non pas un chez moi, parce que même dans cette piole-là en question, le chez moi il n'existe pas, mais quelque chose, quoi, dans lequel on va faire quelque chose d'autre. Puis on est monté dans les chambres. Enfin, il y avait que des chambres là-dedans. Alors on a regardé un peu à droite et à gauche. Puis on s'est mis à se bécoter sur les plumards. On n'en finissait plus. Tard dans la soirée, on était encore en train de découvrir la maison. Elle voulait tout voir. Voir fonctionner même une casserole avec de l'eau dedans qui allait se mettre à bouillir. Pour le premier soir, on s'est tapé un jus bien fort. Et moi j'avais projeté d'aller faire un petit tour dans le village avec elle. Il fallait commencer à faire connaissance. À montrer que dans la maison vide du Séraphin qui était mort, il y avait quelqu'un d'autre qui était venu. Pas quelqu'un qui, comme les autres, allait avoir des vaches, des lapins, des poulets, un jardin. Mais un grand mec avec une toute petite femme à côté de lui, entouré de chats. Les plus malheureux dans l'histoire, je crois que sont été eux, les chats. C'est pas comme nous. Nous, on avait quitté notre petite ferme, avec joie. Alors que le chat, quand on lui fait quitter une maison, il n'est pas tellement à son affaire. À ce moment-là, on avait une chatte qu'on traînait de Paris et qu'on appelait Mirka, la petite paix. Cette chatte-là, elle venait d'avoir deux bestioles qui étaient nées depuis 1 mois à peu près là-bas et qu'on venait de ramener avec nous. C'est aussi important pour un chat de lui trouver son petit coin, lui arranger ses coussins, toujours fait avec mes fringues, d'autant que Mirka affectionnait particulièrement mes slips et mes maillots de corps. Alors j'avais toujours 2-3 vieilles fringues là qui traînaient et j'ai enroulé ça au fond d'un panier. En la caressant, mais en voyant que son ronron ne venait pas et ses yeux étaient très dilatés. C'est à cause d'elle qu'on est pas allé faire un tour dans le village. J'ai tout de suite compris que Mirka ne se plaisait pas là. Eh bien, croire ou pas croire, ça a été par là notre premier problème. On a passé une nuit à se lever toutes les demi-heures et à aller la voir. On n'avait pas pensé à ça. Le matin, sur le coup de 4h30, 5h, le jour commençait à se lever. J'ai ouvert les volets et j'ai plongé ma tête dehors. Le nouveau paysage, les nouveaux bruits, les premiers cultivateurs qui se levaient, qui allaient sortir avec leurs vaches et les mener à l'abreuvoir. Pour nous, c'était tout nouveau. Là où l'on était avant, c'est une ferme extrêmement isolée, à des kilomètres d'un petit village. Il n'y avait absolument rien, sauf elle, moi et nos bestioles. De temps en temps, passait un troupeau avec un berger. Mais là où maintenant on était, c'était extrêmement différent. À la fois dans le village, sans être entouré de gens, on les voyait, mais ils ne nous voyaient pas.
Et tous ces bruits nouveaux, comme je disais, il fallait non seulement s'y habituer, mais les connaître et les découvrir. Quand on était à Paris, quand on était ailleurs, il y avait toujours pour nous une acclimatation assez difficile. Il fallait qu'on puisse situer d'où venaient les bruits, qui sortait à cette heure-là. On était comme ça. Il n'y a aucune raison pour qu'on change et que dans ce village, on ne retrouve pas, après des années passées dans un silence alors là complet, total, années de silence maladif, elle s'est mise à côté de moi sur la fenêtre et elle regardait à gauche, elle regardait droit devant elle ou un peu sur la droite. À gauche, sans vouloir faire le détail de ce que l'on pouvait voir, c'était quand même très impressionnant. Un énorme trou, par où s'élevait un léger brouillard. On aurait dit une immense marmite qui bouillait tout doucement. Et un bruit de froissement, un bruit furtif. Le petit torrent qui ne coulait pas bien loin, qu'on allait avoir à découvrir lui aussi. Droit devant nous, c'étaient les maisons qui s'entassaient les unes sur les autres avec, tout à fait dans le fond, le clocher. Et derrière la pointe du clocher, les hautes montagnes. Et à droite, un immense pan de rocher de 300 ou 400 mètres de haut. Et comme le jour maintenant était presque levé, on a pu voir les premiers vols de corbeaux. J'en ai jamais tant vu de ma vie. J'ai su par la suite que les corbeaux avaient pris ce village pour hiverner, parce que le rocher, quand dans l'hiver il y avait un peu de soleil, se tiédissait, se chauffait. Et c'est par famille, par centaines de familles, que les corbeaux venaient se réfugier là-dedans. Et à la période, nous, où on a emménagé dans cette maison, c'était la fin du grand rassemblement des corbeaux. Tous les matins, on allait assister à des départs de plus en plus importants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la famille, disons, native, dans le patelin lui-même. On est redescendu voir notre Mirka. Mirka n'était pas dans son panier, elle avait laissé les deux petits tout seuls. Elle était à la porte et elle grattait. Elle voulait sortir pour pisser. Alors, grosse discussion, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si on sort avec elle, elle ne va pas nous foutre le camp? Est-ce que tu crois qu'un chat, à au moins 15 ou 20 kilomètres de sa maison, retrouve une certaine direction et disparaît? De problème en problème, la chatte nous regardait tellement et miaulait d'un si drôle de cri qu'on ne lui connaissait pas. Elle miaulait le malaise. Que j'ai fini par me décider et ouvrir la porte, passer dans le jardin. C'était là aussi très chouette. Un jardin qui n'existait plus, qui était bouffé par les orties et les hautes herbes, mais un jardin plein de rosées. J'ai jamais été un cambroussard, j'ai même pas pu apprendre à l'être. Même encore aujourd'hui, quand j'ouvre ma fenêtre et que je regarde, c'est pas toujours le paysage que je regarde. Mais là, ma première rosée, non pas sur mon premier jardin, mais je sais pas, ça avait quelque chose d'envoûtant, de captivant. Et la Mirka m'avait suivi. Elle se collait à mes talons, elle essayait de sentir les traces, ces traces qu'elle ne retrouvait pas, puisqu'elle était arrivée dans un panier et mise tout de suite dans sa pièce. Et puis je suis allé chercher ses petits, je les ai mis derrière elle et j'ai essayé de faire galoper tout ça. Ensuite, je l'ai fait rentrer. Et on a décidé qu'on allait percer dans toutes les portes des trous. Des petits trous de la grosseur d'un chat qu'on appelle une chatière, de manière à ce qu'elle puisse se sentir chez elle, rentrer et partir comme elle le voulait. On a mis ça en route. Et elle a passé sa première journée en rentrant et sortant par sa chatière, mais toujours en miaulant, toujours avec ce cri vraiment déplaisant, d'une bête qui est malheureuse alors que nous ne pensions pas la rendre malheureuse par ça. Nous avons attaqué notre première matinée. J'avais monté les métiers dans la pièce, la première pièce d'entrée. Et puis j'essayais, moi, de trouver une pièce pour moi, dans les chambres. C'était pas un problème, mais ce que je voulais, c'était de ne pas l'entendre, elle, tisser en dessous, parce que ça faisait un certain bruit, et je voulais pas me sentir non plus très loin d'elle. Il me semblait que cette maison, tellement grande, tellement vaste,
Il commençait à me peser un peu sur la poitrine. J'ai même à un moment donné, et elle aussi, admis que c'était un peu trop grand pour nous. 3 ou 4 pièces nous auraient largement suffi. Une pièce pour les chats, une pièce pour les métiers, une pour moi, une pour bouffer. Alors que là, c'est tout juste si on ne se sifflait pas et si on n'entendait pas un écho. Avec ça, tout était vide. Tout est resté presque vide, mais les quelques rares planches, meubles, petites chaises qu'on pouvait traîner avec nous n'arrivaient pas à remplir. Dans une pièce, il n'y avait qu'une seule chaise avec une toute petite table. À elle, ça lui plaisait. Elle disait, moi j'ai toujours eu le goût de la cellule. Ce que je voudrais, c'est que tu me réserves une pièce. Maintenant, tu as tout peint. Eh bien, une pièce dans laquelle il n'y aurait absolument rien d'autre que ma table, ma chaise. Elle me racontait comment, quand elle était à Jérusalem, elle avait vécu. Son grand rêve, elle l'avait réalisé juste à la fin, avant de tomber malade à son tour. Ça avait été une seule chambre, dans une pièce arabe, dans le vieux quartier de Jérusalem. C'était non pas un goût, mais c'est une constatation très curieuse. Cette fille-là, qui avait vécu non pas dans l'opulence, mais par rapport à ma vie, c'était une opulence, avait le goût de la rigueur et refusait tous les apparats possibles pour se mettre dans un certain état avant de travailler. Or, moi qui n'avais vécu que non pas dans une misère, mais dans un certain délabrement, à partir du moment où j'ai eu cette maison, j'ai pensé à avoir une pièce à moi que j'arrangerais à ma façon. Et la façon que j'avais, ce que j'envisageais d'en faire, c'était non pas une pièce nue, mais une pièce surchargée. Une pièce où mes yeux n'auraient pas eu à chercher un objet en tournant la tête. J'ai pensé foutre des rideaux partout, des doubles rideaux, un peu des restants de ma chambre chez la mère Niglis. Là où je me trouvais mal maintenant, je pensais que j'allais me trouver mieux. Alors j'ai foutu des tas de trucs au mur, des planches qui pendaient, des fourches que j'avais trouvées dans la grange. Et à midi, on a décidé d'aller faire le premier petit tour qu'on avait repoussé de la veille. Alors on s'est dégonflé de traverser le village. C'est un village qui n'a que 80 habitants avec un petit hameau à côté, uniquement peuplé de vieux. Du moins c'est ce que j'avais vu quand on était venu pour faire cette maison, pour acheter cette maison. On s'est dégonflé de traverser le village. Alors il y avait un petit sentier qui partait de derrière chez nous. On l'a pris et on est allé à travers les champs. C'était exactement les mêmes champs, la même culture que de là où on venait, mais ça allait être des champs pour nous pendant de nombreuses années peut-être. Puis on s'est un petit peu paumé dans un bois, on est revenu tout content de tout ça. On a bouffé un petit bout de pain sur le bord de la table. On n'arrêtait pas de ricaner. J'avais refoutu la Mirka sur mes genoux, qui sans arrêt essayait d'en redescendre. J'arrivais pas à, disons, la réapprivoiser. Elle me fuyait, elle fuyait ma femme. Elle s'occupait de moins en moins de ses petits. Cette espèce de comédie a duré plusieurs jours. Et le trou que j'avais percé dans chaque porte pour qu'elle puisse rentrer et sortir, le trou s'est retourné contre nous. Un matin, je n'ai pas retrouvé la chatte et j'ai pas retrouvé les petits. Ça a été un vrai drame, un déchirement pour nous. Non pas ça commençait mal, mais ça ne commençait en tous les cas pas très bien. Et ma femme m'a dit, il faut absolument qu'on cherche. On va redescendre dans le sentier. Peut-être qu'elle a senti nos traces, nos empreintes, et qu'elle est repartie par là. Alors on s'est mis à cavaler dans le sentier et à appeler Mirka, Mirka. Le soir, il n'y avait pas de Mirka et pas de petit non plus. Alors on s'est fait chier une bonne partie de la nuit. On avait l'impression qu'elle nous appelait, on se levait, on sortait dans la nuit. Je donnais un coup de lampe électrique, c'était pas elle. C'est par elle qu'on a pris contact avec le premier cultivateur du coin. Il habitait pas très loin de chez nous et je suis allé lui demander s'il n'aurait pas par hasard remarqué une chatte toute noire. Et il m'a dit, ici tous les chats sont noirs. Je dis oui, mais la mienne n'était peut-être pas comme les autres. Elle était noire avec un poil très court et pas très grande, assez mince. Il m'a dit, bah oui, c'est exactement les chats qu'on a ici, quoi. Alors ça, je peux pas vous dire. Oui, peut-être qu'on a vu un chat noir par là, mais à qui il est? Alors on est passé dans une autre maison. Uniquement en se servant du chat.
en parlant du chat. On avait oublié de dire qui on était, où on habitait, et si on y avait réfléchi, on aurait très bien compris que c'était un mauvais départ. Les gens n'avaient pas l'air d'avoir une telle affection pour leur bestiole. On est revenu à la baraque et... Non pas que j'avais pensé, moi, me mettre tout de suite à quelque chose. J'étais vraiment vanné d'avoir peint, d'avoir installé l'électricité, d'avoir confectionné des étagères. J'étais encore plus grippé, plus crispé avec la perte provisoire de notre bête. On l'avait depuis des années et on en avait déjà perdu pas mal. De là où on venait, sa mère à elle, qu'on avait traînée elle aussi de Paris, et qu'on appelait Schnorrer. Schnorrer parce qu'elle était toujours en train de mendier et que ma femme m'avait expliqué qu'un Schnorrer à Jérusalem ou ailleurs, c'est un juif qui de temps en temps se met à faire la mendicité pour rappeler aux autres et qu'ils existent et que les pauvres existent. Alors on avait débaptisé et rebaptisé la mère de Mirka. Cette Schnorrer-là nous avait aussi plaqué. On l'avait traînée de Paris en arrivant dans la petite ferme là-bas. Elle s'y était pas prise. Ça lui plaisait pas. Heureusement, elle nous avait laissé la Mirka. Puis des jours et des semaines ont passé, et toujours pas de bête qui revenait, et pour nous, c'était fini. Moi, je voulais la remplacer tout de suite par un autre chat, mais ma femme refusait. Et une après-midi, ça faisait un mois et demi qu'on était là, j'ai eu comme ça l'idée de sortir avec un bout de fromage. J'avais pris un petit morceau de pâte de gruyère. Ces petits trucs très mous. Et on est reparti par le même chemin, toujours notre petite promenade. Nous ne connaissions pas le bout du village. Et on est allé beaucoup plus loin que là jusqu'où on était allé. À peu près 1,5 km. On frôlait un ravin. Et je continuais à appeler Mirka, Mirka. Quand à un moment, j'ai cru entendre un miaulement. Et je dis à ma femme, ça y est, je crois qu'elle est par là. Alors je suis allé dans la direction du miaulement que j'avais cru entendre et que, effectivement, d'ailleurs, j'avais très bien entendu. Seulement, moi, je cherchais par terre, presque à 4 pattes dans les buissons. Et on miaulait autour de moi, mais je n'arrivais pas à m'approcher. Il y avait de plus en plus de trous. Je dis à ma femme, reste là où tu es, je vais essayer de descendre. Et puis je me suis mis à écraser sur mes 10 doigts de ces petites portions de gruyère blanc. Et j'ai agité mes mains en soufflant dessus, pour que l'odeur se répande bien dans le bois. Puis j'ai continué à marcher tout doucement, en appelant aussi doucement, Mirka, Mirka, viens vite ma Mirka. Quand à un moment j'ai relevé la tête, le bruit ne venait pas d'en bas mais d'en haut. J'ai relevé la tête et j'ai vu, sur une des branches assez hautes de l'arbre, non pas Mirka, mais un des 2 chats de la Mirka, le petit Pompon. Il avait 1 mois quand il avait disparu, il en avait donc maintenant 2 et demi. J'ai grimpé à l'arbre et j'ai pris mon chat. C'était un tas d'os. Il avait dû passer 1 mois et demi sur cette branche-là. L'écorce était remplie de pisse et de fientes. Il avait la merde qui lui coulait par le trou du cul et les yeux tout vitreux, presque fermés. On est revenu à la maison. Mirka l'avait abandonné, Mirka était peut-être morte. On s'est acharné sur ce chat. On voulait absolument qu'il vive. Moi dans mon coin et ma femme dans le sien, sans nous le formuler, mais il était facile de voir qu'on pensait la même chose. Si Pompon vivait, eh bien nous pourrions vivre là. Et il était à peu près certain que si Pompon crevait, après avoir perdu sa mère et l'autre petit, il était très possible que nous n'allions pas pouvoir résister. Oui, je sais, ça peut paraître con, mais les bestioles dans notre vie, ça a une importance énorme. Non seulement les chats, mais toutes les bestioles. Je me souviens là où on était avant, on était devenus très, très potes avec une famille de cultivateurs.
La bonne femme était extrêmement chouette. Son type, très gentil lui aussi, mais pas du tout causant. Nous ne voyions que très rarement. Alors que elle, cette femme, quand moi j'étais malade et que je tapais la machine à écrire sur mon lit, il était arrivé une fois qu'elle avait frappé à la porte, alors qu'elle gardait ses bâches dans un coin. C'était une bonne femme qui avait à peu près 60 ans à l'époque. Et comme ma femme était partie faire des commissions dans le village, je m'étais levé et j'étais allé ouvrir. Et elle m'a tout de suite dit, je m'excuse, je vois que je vous dérange. Je dis, mais vous ne me dérangez pas du tout, rentrez. Asseyez-vous. Elle me dit, j'ai entendu un drôle de bruit, là, des petits tac, 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 tac. Vous tapez à la machine? Je dis, oui, je tape à la machine. J'aurais très bien pu lui dire, je tape à la machine parce que c'est une manière comme une autre, en étant malade, de gagner ma vie et d'écrire n'importe quoi, enfin, de faire un boulot. Je lui ai pas dit ça, elle m'a regardé. Je la connaissais depuis à peu près un an, mais je ne lui avais jamais rien dit. Et c'est elle qui m'a dit, qui a eu cette curieuse expression pour exprimer ce qu'elle ressentait, ce qu'elle croyait que j'étais en train de faire. Elle m'a dit, si, je sais que je vous ai dérangé, je le vois. Je dis, mais pas du tout, je vous assure, vous ne me dérangez pas, je pouvais très bien arrêter de travailler pendant 5 minutes et même pendant 1 heure.